Clap, s'il te plaît, Laurent. Écoute, ça va, honnêtement, ça va super bien. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir une maison de famille dans le sud, dans le sud-est, pas loin de chez moi, de mes origines. Le basket me manque, mais non, je peux considérer que je fais partie d'une catégorie de privilégiés. Je l'ai toujours été, mais là, ça prend une dimension un peu plus... voilà. Je prends du plaisir, mais en étant toujours un peu attentif à ce qui se passe dans le sport et en général, on va dire. Je vais être honnête, j'ai essayé de la suivre parce que ça a été très compliqué entre la journée 7 qui se fait à un moment, la journée 32 qui se fait à un autre moment, les matchs de rattrapage. On arrête la saison qui a été pour moi une hérésie sans fin parce qu'on est le seul sport professionnel à avoir arrêté. Le chômage partiel, le manque de budget, mais les clubs qui recrutent après alors qu'ils n'ont plus de sous. Bon bref, j'ai essayé de suivre ce boubi-boulga là général, qui a failli mal se finir avec cette grève avortée du syndicat des basketteurs français, et heureusement. Et puis l'ASVEL fait, je trouve, un champion logique, là aussi avec une fin de saison à rien comprendre, où les internationaux s'en vont de tous les clubs. On fait plus de play-off, mais on compacte tout sur un Final Four, qui par rapport, on va dire, au bordel ambiant, je trouve que c'était pas mal. L'ASVEL fait un champion cohérent. Et puis dans le projet que veut faire Tony Parker, je trouve que c'est aussi une marque de confiance par rapport à la licence A qu'il a pu récupérer par rapport à l'Euroleague. Quand tu le prends comme ça, via réseaux sociaux, ou que ça t'est répété ou par les médias, tu dis non, c'est pas possible. La grève, c'est un mouvement fort quand même. Donc après, comme ça, brutalement, je me suis dit, Amara est tombé sur la tête. En plus, il y a eu des expressions que j'ai trouvées super déplacées dans leur communiqué ou dans le sien. Mais après, quand tu prends du recul et qu'on t'explique un peu, ou quand tu te renseignes par des gens qui sont au fait de l'affaire, tu en arrives à la réalité que quelque part, je pense comprendre et savoir depuis un moment, c'est que nos dirigeants, ils ne sont pas au niveau. Ça veut dire que si tu promets à quelqu'un, tu travailles bien, en fin d'année, je te file un bonus. La fin d'année arrive, tu n'as pas ton bonus. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou. Donc, dans des discussions, je pense, antérieures, peut-être qu'il y a eu des discours de la Ligue en disant, voilà, on fera ça en fin de saison. La fin de saison arrive, tu as peur, les médias te mettent la pression parce que il faut tout condenser, les joueurs sont fatigués. Antoine Eto'o se plaint et il va faire le 3-3 TQO avec l'équipe de France pour faire le TQO, pour se qualifier pour les JO. Et tu dis que tu joues trop, pourquoi tu vas faire le 3-3? C'est un exemple. Donc quand tu prends tout ça brutalement et frontalement, tu dis mais ils sont fous. Après quand tu grattes un peu, tu te dis les dirigeants ils n'ont pas fait ce qu'il faut, ou alors ils n'ont pas tenu leur parole. Et je peux concevoir que tu t'agaces. Alors peut-être c'était aussi un coup de pression, peut-être intelligemment mis en place pour mettre un coup de pression à la Ligue, mais notre sport il n'avait pas besoin de ça, en plus du marasme que l'on vient de vivre. Donc, c'est pour ça que je te dis que dans la globalité, l'ASVEL fait un bon champion, ou un beau champion. Il ne faut pas oublier aussi, par contre, le beau parcours de Monaco, parce que tu gagnes quand même l'Eurocoupe. J'ai l'impression qu'on en a très peu parlé, parce que ça n'intéresse pas, et parce que c'est Monaco. Malgré ce bordel ambiant, et cette saison très compliquée, je pense, pour les acteurs, que ce soit les joueurs, dirigeants, sûrement même pour la Ligue et la Fédé. Là, maintenant, c'est pas juste dire on a terminé la saison, on va réfléchir, c'est bien réfléchir si jamais ça se reproduit l'année prochaine. Parce qu'il faut plus, je te dis, moi je ne suis pas acteur principal, mais en tant que passionné de basket, tu essaies de suivre, tu te dis mais je ne comprends plus rien. J'appelais mon pote d'Assiva, j'ai dit Pépé, c'est quoi? Ben là, écoute, on part plus, on va en Coupe d'Europe, on arrête, on fait la 5e journée, mais là on passe à la 22e parce qu'on a peur d'être en retard, boum, la saison s'arrête. On est un sport professionnel, on est dans un milieu professionnel, il faut agir comme tel. Donc si des gens s'estiment plus professionnels ou plus haut niveau, il ne faut pas avoir peur de laisser la place. D'après moi, il y a des gens qui seront peut-être plus compétents, qui seront capables de prendre la suite, à se poser la question. Le terme grève, je l'ai employé moi, en 2001 avec l'équipe de France. On a eu des retards de prime avec M. Menini par rapport aux Jeux Olympiques de Sydney, et moi j'ai employé ce terme.
La seule différence, c'est que nous, on a fait la grève en équipe de France. Mais en accord avec Alain Weiss, l'entraîneur, avec tous les joueurs qui étaient présents, même ceux qui n'étaient pas au JO. Il y a des garçons qui n'étaient pas au JO, qui ont fait partie de l'équipe 2001 pour préparer le championnat d'Europe. Moi, je les ai informés. J'ai informé les médias et j'ai informé nos dirigeants. À partir du moment où Ménini, il m'a balayé de la main, et que c'est un dû, bon ben là, c'était terminé, on ne discute plus. Et au bout de 3 jours, il est arrivé Maître Doma, parce que c'était l'avocat de la fédération, et je crois qu'en une demi-heure, on a trouvé une solution. Et on a perdu plus d'1 an. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas le bon terme. Dans la société actuelle, quand malheureusement des syndicats partent dans cette façon de faire, tu sais que ce n'est pas bon. Mais au bout d'un moment, comment ils font les ouvriers pour se défendre? Et là, on parle de basketteurs professionnels. Comment ils font les ouvriers pour se défendre s'ils ne sont pas entendus, s'ils ne sont pas soutenus, et qu'un patron, il décide, mec, il est riche à millions, ben j'arrête l'usine de X et puis je vous mets tous à la trappe. Et nous, comment on fait pour manger? Là, on parle quand même de garçons qui gagnent entre 10, 15 ou 20 000 euros par mois. Tu vois, c'est juste ça qu'il faut juste faire attention. La finalité, voilà, c'est qu'il n'y a rien eu, mais c'est juste dommageable, comme je l'ai dit juste avant, dans cette saison globale, qu'on se soit retrouvé dans cette situation. On n'avait pas besoin. Notre sport, il n'a pas besoin de ça. Il est déjà un peu à la traîne, c'est juste dommage. Je suis pas fan. Pas des gens qui y travaillent ou pas des gens qui se sont investis. C'est une licence déjà octroyée comme ça, sur le dos d'un club qui était à la dérive, le HTV. Voilà, ça veut dire que nos instances, elles ont fait ce qu'elles ont voulu, pour résumer. On prend un club qui est à la dérive, on prend une licence, on l'achète pas, à savoir, parce que ça aussi c'est encore une énigme. Un club qui est fait comme ça, des garçons qui s'entraînent au fin fond de Paris, qui jouent à Porte d'Italie, des équipes qui normalement, cette équipe elle n'était pas prévue pour monter, et je pense qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus armés, je pense à Blois, Quimper, mais ça fait partie des championnats. Après, c'est pas le truc qui me fait rêver plus que ça. J'espère que ça se transformera pas comme à la fin de Marc Fletcher et son équipe qui avait racheté M. Nicolin. Et on les a vus beaux comme un camion. Déjà, les dirigeants de l'époque de la Ligue leur avaient fait tapis rouge. Et ils sont partis avec je ne sais pas combien de millions de déficit. Voilà. C'est ce qui m'inquiète avec ces garçons qui arrivent comme ça. Je ne connais pas David Kahn, je crois. Je ne le connais pas. Voilà. Voilà. Ce n'est pas le truc qui me fait plus rêver que ça. Je ne suis pas ses parents. Moi, à sa place, je serais resté encore une année à Nanterre. Voilà. Sans connaître le dossier, sans connaître tout ça, je sais qu'au niveau exposition à l'Asvel, ça reste l'Asvel, il ne faut pas se leurrer. Je pense que la famille Donadieu l'aurait mis un petit peu en tête de gondole, aurait accepté peut-être plus de choses. Là, il va se retrouver à l'Asvel, quête de résultats importante. Tous ces entre guillemets épiphénomènes jeunes comme ça, je m'en méfie. Alors après, je sais qu'on le suit depuis qu'il a 11 ans, que les scouts sont dithyrambiques. Mais il a 17 ans, non? 16 ans, 17 ans. Une année de plus à Nanterre, ça ne l'aurait pas tué. Même dans son évolution, du travail personnel avec, comme j'ai déjà dit avec mon pote Pepe da Silva, il aurait été encore un peu dans son cocon familial. Je crois que c'est un garçon qui a commencé à Nanterre très jeune. Après, tu sais, on est dans une économie mondiale, il y a des sous, il y a des gens dont c'est leur métier. Donc là, on part dans une catégorie qui, moi, ne m'enchante pas, mais c'est le terme business. Donc là, c'est du business. Pour son évolution, soi-disant, c'est mieux. Et je trouve qu'on a tendance, maintenant, là, dans le sport, à aller beaucoup trop vite. Là, tu vas taper l'Euroleague. C'est-à-dire que les Printezis et compagnie, quand ils vont te faire à la fin, tu risques de perdre tes chaussures. Hein. Mais voilà, je pense que ça va être fait aussi, je souhaite, voilà, palier par palier. Mais après, tout dépend ce que lui veut, les gens qui le représentent, tout dépend ce qu'ils veulent. Si leur but ultime, c'est les 3 lettres magiques que font rêver la planète entière, la NBA, les ricains, ils vont te prendre. Hein. S'ils te suivent depuis 11 ans, ils vont te les filer, peut-être les 10 millions de dollars. Si c'est ce que tu veux. Moi, je parle de progression basket. Voilà, d'avoir tout ton bagage, même si tu es encore jeune, voilà, si tu as tout ton bagage, tu peux voyager. Tu vas avoir des déceptions, tu vas avoir des joies, tu vas prendre des claques, tu vas avoir des blessures, ça fait partie du quotidien. Mais il te faut le bagage, il te faut le socle, il te faut le terrassement, il te faut tout ça. Et lui, j'ai l'impression que
on a commencé à le faire pousser, et là d'un coup, tu sais, on l'arrache, et on va essayer d'aller le faire pousser ailleurs. Mais peut-être que la terre, elle n'est pas bonne ailleurs, on ne sait pas. Et c'est juste ça qui m'embête. Quand tu es bien dans ton club, dans ton cocon, tu progresses plus vite, tu progresses mieux, tu t'habitues. Voilà. Après, je te dis, c'est du business, donc il faut... Moi, je ne suis pas trop en phase avec ça, mais il faut l'accepter. Parce que je suis toujours parti du principe que la seule fois où j'ai voulu faire confiance, je l'ai payé cher. Voilà. En étant vulgaire, je me suis fait niquer. Donc je me suis dit, stop. Si j'avais été mieux conseillé quand on est champion en 97 avec le PSG, il me restait 1 an de contrat. Bietri a voulu me mettre dehors, il a réussi. Si là, à ce moment-là, les gens en qui j'avais confiance m'avaient mieux conseillé, je ne serais pas parti une main devant, une main derrière. Déjà, j'aurais pris des sous. Après, j'ai eu la chance de travailler longtemps avec Maître Doma. Lui aussi, il a été super important. Aussi, j'avais cette confiance de pouvoir dire à des dirigeants, je veux 15, je veux 20, je veux 30 000 euros par mois. La plupart des mecs, maintenant, ils veulent, mais ils préfèrent envoyer quelqu'un à leur place. Ils n'ont pas compris que les 10%, tu peux les négocier différemment. Tu peux les prendre toi, tu peux les signer, tu peux les prendre à la signature, tu peux récupérer une deuxième voiture, tu peux te faire payer un appartement, tu peux te faire payer une taxe habitation. Le mec, non, mais non, c'est mieux que quelqu'un décide pour moi. C'est comme ça, tu sais, je suis protégé. Mon agent va me protéger, sa structure va me protéger. Mais si t'es bon, mon gars, si t'es bon, les mecs, ils viennent. Tu vas gagner des sous si t'es bon. C'est ta faculté à être bon sur le terrain qui va faire ta carrière. Mais en même temps, je me dis, certains mecs, sans de bons agents, ils n'auraient pas fait la carrière qu'ils ont fait. Mais ce qui m'embête dans cette génération, c'est que c'est devenu des chefs d'entreprise, les mecs, en fin de compte. Je gère ma carrière, je gère mes actifs, je gère mes sous. Ils ne sont pas passionnés par le club. Ils ne sont pas prêts à mourir pour le club. Ils s'en foutent des bénévoles, ils s'en foutent des dirigeants. Ils s'en foutent. Je suis là, je prends ma maille, je fais des statistiques, parce que statistiques, mais non, statistiques. Même au foot, on te parle des statistiques. Possession, tacle, Putain, mais arrêtez, le mec, il a été bon ou il n'a pas été bon? Qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce que vous cherchez des excuses? Donc après, tu rentres dans le système, il faut être bien avec les agents, parce que si tu n'es pas bien, tu prends des carottes. Mais en même temps, tu ne peux pas leur en vouloir, parce que ça va avec le discours qu'on a avant. Il y a tellement d'oseille. Pourquoi j'en prendrais pas, moi? Mon agent, il faut qu'il soit bon. Alors, il y a certains, et sur des coups, ils font des coups de magie sur certains joueurs, mais sur des coups, ce n'est pas des magiciens. Donc, tu n'as pas fait ta statistique, je ne te trouve pas de club. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter. Et pour moi, c'est pas facile. Ouais, mais en même temps, nous, il faut remettre aussi dans le contexte, on n'avait que 2 étrangers par club hein, en championnat de France. Et quand tu partais à l'étranger, tout le monde part. Pareil, j'ai pas envie d'être désagréable avec certains, mais quand je vois certains qui jouent à l'étranger, ça me fait rigoler. Je vais te donner un exemple. Je ne le connais pas, j'espère qu'il le prendra pas mal, cet exemple, ce jeune. Alexandre Chassan, pivot titulaire de la JD à Dijon, premier du championnat. J'entends qu'il va aller à l'étranger, ça va lui faire drôle. Hein. Il peut remercier Laurent Leniam, Chassan. Il peut remercier Jean-Louis Borg de lui avoir mis un système pour lui, défensif, tout ça. Parce que quand il va faire ses petites sorties d'écran, comme il fait sur l'aide, il fait ça en Espagne ou je ne sais pas où il va manger. Hein. Je te le dis. Donc c'est pas contre lui, c'est un exemple. C'est un exemple. Chassan, tous les jours, il faut qu'il remercie Leniam et Borg de l'avoir mis dans ce système à Dijon. Il y en a d'autres, hein. Je peux t'en sortir d'autres. On parle de l'Euroleague, là, Coco. Hein. On parle pas de l'Eurocoupe. Hein. Quand je vois le petit Bob Gray, là, qui a été monumental en Eurocoupe, ils l'ont re-signé 3 ans en Euroleague, j'attends de voir. Lui aussi, il va. Lui aussi. Lui, il va vite tomber du rocher. Lui. Après, c'est pareil. Moi, je ne veux pas faire un conflit de génération. Parce qu'on l'a assez imaginé entre Tony et moi, quand il est arrivé en équipe de France, que j'ai arrêté parce qu'il arrivait. Non, j'ai arrêté parce que j'ai compris comment ça allait se passer. Je ne suis pas plus con que la moyenne. Hein. Et quand il arrive un phénomène comme ça, moi, j'ai été numéro 2 pendant longtemps avec, pour moi, 2 mecs qui étaient au-dessus de moi, Rigaudot, Sonko. Je n'allais pas me retrouver à 30 barreaux à filer la serviette à Tony Parker
et tout ce qui allait arriver derrière. Mais c'était normal, c'est une suite logique. Tu sais, jeune lion veut vieux lion, c'est normal, c'est normal. Et le sélectionneur, que ce soit Alain Weiss ou ceux qui sont arrivés après, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Dans ce milieu, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Et quand tu commences à dire, ouais, mais avec tout ce que j'ai fait, on me manque de respect, c'est que tu n'as rien compris à ton milieu. Tu n'as rien compris à ton milieu. Tu es un numéro, tu sais, la bonne viande et la mauvaise viande. Moi, quand j'ai commencé à 18 ans, Tom Snyder, qui était mon coéquipier en Pro B, m'a dit, Lolo, pour l'instant, tu es de la viande extraordinaire, extra tendre. Tout le monde te veut. Quand tu vas commencer à prendre de l'âge, mon gars, tu es la viande un peu plus dure que le boucher te vend comme ça, à l'arrache. Mais c'est ça. Il faut l'accepter. C'est un milieu comme ça. Donc là, cette génération, depuis des années, on va dire la génération Dio, Batum, hein, ils rêvent de la NBA, mais c'est normal. C'était leur... ils avaient des étoiles dans les yeux. Moi, c'était Kinder Bologne, Virtus Trévise, Panathinaikos, Barcelone. Moi, j'ai été élevé avec ça. Donc, je ne suis pas contre la NBA. C'est juste que c'est des générations, nos objectifs et nos focus étaient différents. Je suis amer parce que M. Béral, je pense que c'est un très très bon chef d'entreprise. Mais notre ligue, elle n'évolue pas. Et il est passé de 10 millions d'euros de budget télévisuel à FIF. On va me dire, c'est pas sa faute, c'est la pandémie, donc c'est encore la faute de quelqu'un d'autre. Mais je trouve que nous, notre ligue, elle explose pas. Nos clubs, ils explosent pas. J'ai recroisé un copain il y a des mois, il me dit, je m'abonne plus moi aux chaînes pour regarder le basket. Il a eu la chance que cette année, c'est gratuit sur l'équipe. Il m'a dit, mais Lolo, c'est moi ou le niveau il a baissé? Voilà. Moi, je trouve que le niveau baisse, moi. Après, mais on a des dirigeants qui sont au niveau de la Ligue. On ne peut pas fonctionner. Ce pas des dirigeants, c'est des chefs d'entreprise qu'on a mis là, parce que les mairies tiennent encore les clubs. À part Tony, à part le système Lasvel, à part le système Monaco, c'est quoi les autres? Il y a très peu de chefs d'entreprise qui connaissent le basket ou qui acceptent de donner les règles, les rênes de leur club à des gens du basket. Sinon, les mecs, ils gèrent ça comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils y connaissent au basket? Je ne dis pas que je sais mieux qu'eux, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Mais c'est la confrérie des copains. La confrérie des copains. On trouve des solutions entre nous. Donc ça m'embête pour Chalon cette année, qu'ils descendent. Même si je n'ai pas d'affinité plus que ça pour Chalon. Mais Chalon, en 2002-2003, il devait déjà descendre. Sportivement. Comme la SIG. Et c'est là qu'on est passé de 18 clubs à 20 clubs pour sauver la confrérie des copains. Bedelem, il a eu chaud au cul cette année. Hein. Il a eu chaud au cul, Bedelem, cette année. Parce qu'une fois encore, il était dans la charrette. Et c'est des clubs qui ont des gros budgets. BCM Gravelines, ils ont un beau budget. Et tu les as vus jouer cette année? T'as envie de casser ta télé, hein? Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, nous, on ne s'ouvre pas aux autres. Nous, on ne s'ouvre pas. Nous, on reste... Le discours du départ. La bouffe est bonne. Je vais faire le moins de vagues possible. Continuer à prendre mon petit CDI, mon petit salaire. Mais tu n'as pas envie de progresser quand tu es comme ça. Tu n'as pas envie de progresser. Donc, tu es exigeant, tu tapes du poing sur la table. Mais les mecs, tu les tiens avec quoi? Alors moi, c'est un constat que j'ai de l'extérieur. Hein. Mais ce constat-là, je l'ai depuis longtemps. Hein. Aux dirigeants, j'ai vu quand j'étais à Orléans, sans manquer de respect à M. Christophe Dupont, il connaissait quoi au basket? Philippe Hervé, il lui faisait croire ce qu'il voulait, hein, Philippe Hervé. Ouais. Mais il y en a pas, il y en a très peu des mecs comme ça. Parce qu'ils sont tellement dans l'immédiateté, il faut des résultats. Donc le mec, tu lui vends un projet, les jeunes, la formation, tu perds 3 matchs, ça va être dur. Hein. Parce que c'est l'image de la société, il faut faire tout vite. Tout vite. Un État, quel qu'il soit, qui néglige ses ouvriers, ouvrières, privés et surtout publics, ça ne peut pas fonctionner. C'est le cœur du pays. C'est ce qui dispatche, tac, tac, tac. On tape toujours sur les fonctionnaires. Mais il y en a qui font leur métier quand même. Arrêtez de me faire le cliché du mec de la Poste, le mec de l'EDF. Oh, c'est pas par plaisir. Hein. Et là, malheureusement, c'est plus un fossé là.
Là, c'est juste gigantesque ce qui nous arrive. Et là, je veux voir comment ça va se passer après là, ce méga phénomène du Covid. Je veux voir comment ça va se passer. Les classes sociales, ça va être encore plus d'inégalités, mais monstrueuses. Mais les gens qui nous dirigent, ça ne les inquiète pas plus que ça. Macron, il est passé à autre chose. Hein. Moi, j'attends de voir si le français moyen, celui qui en chie, hein, pas celui qui gagne 7 000 € et la femme gagne 5 000 €, qui font partie pour moi de la cote très haute. Mais celui qui en chie, je veux voir si dans un an, il va avoir la mémoire courte ou pas, par rapport à ce qu'on vient de vivre ces 4 dernières années. Là, tu sais où on est là? C'est sauver les meubles. Tu vois, c'est une inondation, je mets tout haut pour pas que ça se mouille, et là, les gens, ils en sont là. La plus grosse partie, hein. Pas les aisés, hein. dont je fais partie, je me cache pas. Hein. Et moi, je ne vois pas bien. Hein. Je ne vois pas bien. Et Macron, je te dis, en continuant comme ça, les gens, dans un an, ils auront oublié. On leur vendra autre chose, on agitera autre chose. Médias, argent, pouvoir. C'est ce qui nous dirige. On est bien à plusieurs. On est bien à plusieurs. C'est bien de faire des... Alors, je sors au contexte Covid. Hein. C'est bien d'être avec des gens avec qui tu es bien ou même que tu connais peu, discuter, manger un bout, échanger, diversifier. Voilà. Des choses simples, quoi. Tu sais, aller voir un match de basket avec des mecs avec qui tu t'entends bien, parce que les mecs que tu t'entends bien, tu es pas assez con pour aller passer un match de basket avec des mecs que tu supportes pas, mais tu sais, de, entre guillemets, bien vivre ensemble et redevenir un peu cool, quoi. On boit une bière, on papote, on profite de la vie. Parce que je trouve qu'on devient trop ma gueule, et après je verrai.